L'univers n'est pas fait de lignes droites, il paraît qu'il est fait de courbes. Et quand on croit qu'on marche droit, en fait, on marche en courbe. C'est comme ça, l'univers est comme ça, la Terre est comme ça. Et c'est pour ça que cette émission s'appelle Le Grand Virage. Parce que nous sommes toujours en train de faire un grand virage. Et le Grand Virage, c'est votre nouveau rendez-vous politique sur ces directs, en collaboration avec Delsaf Media. Et pour commencer, nous commençons fort, avec un invité de marque, un invité prestigieux, puisqu'il s'agit de Monsieur le ministre Thierry Lézin-Mungala, ministre de la Communication et des Médias. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on se penche un peu dans les virages, mais vous acceptez de prendre ce grand virage avec nous et d'évoquer le devenir de l'Afrique qui progresse, l'Afrique qui s'émancipe, qui se reconstruit et qui finalement va servir de modèle au monde. Parce que en Afrique, relativement à ce qui se passe ailleurs, ça se passe pas trop mal, n'est-ce pas? Alors, ça se passe pas trop mal, mais bon, je crois que c'est le monde qui aujourd'hui ne va pas très bien. Ouais. Et malheureusement, l'Afrique n'est pas exempte de ces turbulences. Mais je crois qu'aujourd'hui, les décideurs à travers le monde et sur des sujets extrêmement importants pour le devenir de l'humanité comprennent que l'Afrique n'est pas un problème, mais une solution. On pourra parler des questions environnementales et écologiques avec la solution ou les solutions que l'Afrique peut apporter et apporte d'ores et déjà pour le devenir de la biodiversité et de l'humanité. Alors, à l'aube, à la veille plutôt de l'échéance électorale, puisque c'est mars 2026 que se termine ce premier mandat, est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de dire, on reviendra sur le rôle de l'Afrique dans la reconstruction mondiale et éventuellement le rôle qu'elle peut prendre pour la construction de la paix dans le monde, mais au niveau de votre mandat, du mandat de la présidence actuelle, de la gouvernance actuelle, quelles sont les victoires, quels sont les échecs, quels sont les grands obstacles que vous avez réussi à surmonter pendant ces quelques années? Alors déjà, il s'agit du deuxième mandat qui est régi par la Constitution du 25 octobre 2015. Alors, les victoires, c'est d'abord le maintien d'un climat de paix, un climat de sérénité. C'est à l'échelle de l'Afrique et à l'échelle du monde, avec les turbulences qu'on ne manquera pas d'évoquer, déjà une considération et un préalable fondamental. La victoire, c'est que malgré des difficultés économiques, financières et donc sociales très importantes, le président de la République a pu maintenir à flot, depuis le début de son mandat 2021 jusqu'à presque son terme, puisqu'il prendra fin ce mandat dans 8 mois, a pu maintenir le bateau du Congo la tête hors de l'eau et sur les flots. Pourquoi nous considérons que les victoires importantes engrangées étaient nécessaires? C'est par exemple la résolution de la grande crise financière que notre pays a connue, comme d'autres pays de la sous-région, notamment les pays pétroliers. Vous savez comme moi que la grande crise pétrolière est née en 2014, qu'elle s'est intensifiée et aggravée du fait de la crise de la pandémie de la Covid. Nous avons engagé des discussions avec nos partenaires Fonds monétaire international et Banque mondiale. Ces discussions ont abouti à la conclusion d'un programme, ce qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Ouais. Et je peux dire que pour la première fois de l'histoire de notre pays, et depuis que nous avons engagé, depuis les années 80, les premiers programmes d'ajustement avec le Fonds monétaire, eh bien, c'est la première fois que nous allons au terme d'un programme de ce type. Et nous sommes arrivés en début d'année 2025 au terme de ce programme. À ce titre, il faut donc relever que ce combat qui était absolument nécessaire, pour donner une image à vos téléspectateurs, c'est un peu comme quelqu'un qui serait en programme de surendettement, vous voyez ce qu'on appelle Banque de France, je crois qu'on appelle ça ici, donc des gens tellement surendettés malheureusement qui se retrouvent en situation de faillite personnelle. Eh bien, nous étions quelque part dans une situation de ce genre qui ne nous permettait pas, si elle n'était pas résolue, cette situation, eh bien, d'enclencher le financement, parce qu'on ne pouvait pas dégager de ressources suffisantes, d'enclencher tous les projets de développement que le président de la République avait inscrit dans son projet de société. Là, nous y sommes, c'est une grande victoire pour laquelle nous félicitons nos compatriotes, parce que c'est parce qu'ils ont été résilients, c'est parce qu'ils ont accepté ces sacrifices que nous sommes arrivés au terme du programme. Mais on ne va pas bâtir le bilan de
de ce quinquennat sur ce que nous considérons comme un préalable. Il y a toute une série de projets qui se sont poursuivis, parmi lesquels des travaux d'infrastructure. Il y a la nécessité de poursuivre la diversification de notre économie, le plan national de développement 2022-2026, donc qui prendra fin pratiquement au moment où le mandat actuel du président de la République prendra lui-même fin. Ce PND, les chantiers sont aboutis? Bon, on va pas dire ça comme ça serait présomptueux de le dire comme ça. Je dirais que le fait que nous soyons sortis de la période de gestion de notre partenariat avec le Fonds monétaire nous ouvre des perspectives et nous allons nous atteler pour les quelques mois qui restent de ce mandat, atteler à parfaire le mandat et à parfaire les quelques projets, la diversification économique qui passe par la nécessité d'améliorer le climat des affaires pour que les investisseurs viennent, le développement de... Vous sentez déjà un frémissement, les investisseurs ont confiance, se mettent à venir? La confiance, c'est d'abord la stabilité. Stabilité politique, bien entendu, stabilité financière, bien entendu, et la stabilité juridique. Donc nous avons posé tous ces trois préalables. Il y a ensuite la nécessité de trouver des modes de financement innovants, parce qu'aujourd'hui, en 2025, on ne pourra plus jamais financer, et en tout cas à l'échelle de l'Afrique s'entend, des projets sur la base de financement public. C'est-à-dire qu'en termes clairs, nous n'en avons plus les moyens de prendre des ressources budgétaires et de les affecter à la réalisation de projets. Aujourd'hui, nous privilégions le partenariat public-privé. Vous avez les moyens de faciliter le privé à investir dans des projets. Le Congo devient sexy. Qu'est-ce que vous diriez aux investisseurs? Et on leur dirait ce que j'ai dit tout à l'heure, stabilité politique, environnement des affaires qui s'améliorent de jour en jour, nécessité de nous aider à diversifier l'économie avec une grande demande, une population jeune et qui ne demande pour une partie qu'à apprendre et pour une autre qui est déjà formée à être employée. Donc nous avons des atouts et nous avons des préalables. Et donc je parlais de la diversification économique qui passe par le numérique, qui passe par le développement de l'agriculture, parce que dans l'agriculture nous avons un fort potentiel, et ce fort potentiel s'explique d'abord par la nécessité d'assurer notre indépendance alimentaire. Nous avons également l'écotourisme et le tourisme en général. Ça, ce sont les atouts du bassin du Congo. Nous avons encore tout ce qui est lié au métier de la forêt en règle générale, et donc nous avons de nombreux... Tout en préservant la forêt, tout en préservant... Absolument. Mais à ce propos, je ne sais pas si dans vos interrogations il est prévu d'en parler, mais je profite de votre incidente pour le faire. Comme vous le savez, le Congo a organisé 2 grands sommets écologiques. En 2023, ce qu'on a appelé le sommet des 3 bassins, le bassin du Congo, bassin de l'Amazonie et le bassin asiatique du Bornéo-Mékong. Ce sommet a vu la participation des États de ces 3 bassins, Brésil pour par exemple l'Amazonie, les pays asiatiques concernés pour le Bornéo-Mékong et évidemment le bassin du Congo, avec en tête de pont les 2 Congos. Eh bien, ce sommet a été suivi en 2024, en juillet, d'un autre sommet sur l'afforestation et le reboisement, qui a pris des conclusions qui sont importantes. Et je le dis pour vos téléspectateurs, nous avons engrangé il y a quelques semaines un important succès diplomatique. Le Congo qui avait sollicité l'Assemblée générale des Nations unies pour que les Nations unies, en Assemblée générale, décrètent ce qu'on appelle la décennie mondiale du reboisement et de la forestation. C'est-à-dire que à partir de 2027, nous aurons une période de 10 ans, 2027-2037, qui va inscrire dans l'agenda international en matière écologique, environnementale et même en matière diplomatique. Vous êtes optimiste? Vous pensez que vous allez être suivi pour la reforestation? Parce que écoutez, si on fait la reforestation comme elle devrait être faite et comme vous l'avez proposé, on entre dans les accords de Paris. Écoutez, je crois qu'on ne peut pas rêver, faire des choses grandes si on ne les rêve pas. Oui. Eh bien, nous sommes optimistes. Nous avons un chef d'État qui a engrangé, parce que le Congo, entre guillemets, à l'échelle du monde, est un petit pays, voire 153 pays sur 155 au niveau des Nations Unies votés pour adopter cette décennie mondiale, a été pour nous une heureuse occurrence et a été un grand moment pour la République du Congo. Et comme nous avons un chef d'État qui, depuis des décennies, s'inscrit
dans l'idée de faire de l'environnement et de l'écologie un élément fondamental du développement de notre pays, et il a commencé à le faire depuis 1984, à un moment où l'écologie n'était pas dans l'agenda mondial. Donc pour nous, c'est un énorme succès, et surtout, c'est un des éléments pivots sur lequel nous allons appuyer probablement les projets de développement durable du quinquennat qui va s'ouvrir à partir de 2026. Je pense que là, le Congo aurait des leçons, c'est pas pour vous flatter, chose que je ne ferai pas, mais le Congo aurait des leçons à donner, y compris à la France. Moi, je connais un sénateur des Vosges qui se sent bien seul quand il explique que le reboisement devrait être une priorité nationale. Donc, vous êtes pile dedans. Quels sont les autres grands chantiers dont vous pouvez être fiers, notamment sur la formation? Vous parlez tout à l'heure de la formation des jeunes. Cette formation des jeunes, qu'est-ce que vous avez abouti dont vous pouviez rêver il y a quelques années? Bon, là-dessus, il faut être honnête. Le président de la République a décrété l'année 2024 comme l'année de la jeunesse. Nous pensions que les 12 mois dans lesquels s'enferme une année civile auraient permis d'aller plus loin que ce qui a été aujourd'hui engrangé, mais nous avons posé les bases. Les bases, c'est quoi? C'est un cadre juridico-fiscal qui soit incitatif au recrutement de jeunes ou à leur formation par des partenaires privés ou parapublics. Nous avons obtenu d'inscrire dans l'agenda principal des pouvoirs publics au niveau national comme au niveau local la priorité à l'emploi des jeunes, la priorité au recrutement des jeunes. L'État lui-même a donné l'exemple en recrutant plusieurs milliers de jeunes qui sont entrés dans la fonction publique tant nationale que territoriale, donc locale. Sur des postes qualifiés sur des postes qui dépendent en règle générale de 2 critères. D'abord, il faut créer les postes budgétaires au niveau du ministère des Finances et du ministère de la fonction publique. Et il faut ensuite regarder le profil de chaque postulant à l'embauche. Il y a des critères qui tiennent compte de avant-bac, bac, post-bac, licence et plus. Donc on est embauché à un grade dans la fonction publique qui correspond au diplôme que nous avons obtenu. Donc tout cela, ce sont, si vous voulez, les bases. Maintenant, nous considérons que les 12 mois de l'année 2024 n'ayant pas suffi, notamment dans la création d'emplois marchands, c'est-à-dire les emplois dans le secteur privé, l'année de la jeunesse, on va dire qu'elle est devenue permanente, dans le sens où le mandat qui prend fin, c'est toujours, quelque part, la poursuite de cette politique pro-jeune. On a d'ailleurs infléchi en juin 2024, le plan national de développement dont on a parlé tout à l'heure, en introduisant ce que je viens de vous décrire comme les mesures pro-jeunes. Et puis nous pensons que le président de la République, et là c'est ma casquette d'homme politique que je reprends, va inscrire, nous n'en doutons pas, dans son futur projet, parce que nous sommes convaincus et nous espérons qu'il sera candidat en 2026. Il ne sait pas encore s'il va être candidat? En tout cas, il ne l'a pas prononcé, il ne l'a pas dit, et nous ne pouvons pas le dire à sa place. Bien sûr, mais vous, bien sûr, vous le souhaitez. Nous le souhaitons. Nous pensons qu'un pays qui dispose d'un homme d'État de cette dimension doit faire que, pour sa stabilité, pour la réussite de ses projets, du pays, eh bien, nous gardions à sa tête un pilote expérimenté. Ce qui n'empêche pas ce pilote de choisir un équipage, permettez-moi l'image et l'expression, qui lui serait rajeuni, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des instances constitutionnelles ou même au niveau de la classe politique. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la jeunesse. Est-ce que vous sentez un frémissement vis-à-vis de la jeunesse qui garderait une appétence à rester au pays et à ne plus rêver d'Amérique, de France ou autre? Est-ce que les jeunes du Congo ont envie de rester dans ce Congo sexy que j'évoquais tout à l'heure, un peu audacieusement? Bon, écoutez, depuis que le monde est considéré comme un village planétaire, aujourd'hui, vous pouvez être à Brazzaville ou sur n'importe quel point de la République du Congo, c'est comme si vous étiez ici avec nous à Paris. Oui. Avec le numérique, avec toutes les potentialités de ces outils qui sont des outils novateurs. Donc forcément, les jeunes d'aujourd'hui qui ont accès à toutes ces informations, à toutes ces opportunités, encore plus que nous quand nous étions jeunes, puisqu'il n'y avait pas ces outils qui nous permettaient de nous transporter virtuellement à l'autre bout du monde, il est logique qu'ils rêvent
pour beaucoup aller à l'étranger, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce qu'ils sont, comme tous les jeunes à travers le monde, à la recherche d'opportunités. Donc le rôle du gouvernement, le rôle des pouvoirs publics, c'est de faire que même quand ils vont chercher fortune de formation ou même fortune tout court ailleurs, ben, qu'ils puissent ne pas oublier la maison mère, c'est-à-dire leur mère patrie. Alors pour la jeunesse, et là c'est au ministre de la Communication et des Médias que je m'adresse, qu'est-ce que vous pensez de ce déferlement des réseaux sociaux et de la façon dont au Congo, les jeunes se sont emparés de tous ces dispositifs, si je puis dire, pour pouvoir y mener une certaine vie, sachant que sur le plan artistique, notamment pour citer les cultures urbaines et la musique urbaine, le rap, je vois qu'en France, le rap français, il est congolais. Oui, certes. Le problème avec les nouveaux outils, mais de tout temps, dans l'histoire, tout progrès technologique, ceux qui en sont les bénéficiaires et ceux qui s'en emparent le plus facilement, ce sont les plus jeunes. Oui. Il y a toujours une plus grande lourdeur, une plus grande difficulté pour ceux qui, pendant des décennies, ont vécu dans un certain environnement technologique. Et bien aujourd'hui, le numérique est un outil, une opportunité pour nos jeunes qui, comme partout dans le monde, créent, inventent, innovent grâce à l'outil. Il y a des métiers qui se créent aujourd'hui grâce au numérique. On voit des métiers qui n'existaient pas. Je rencontre régulièrement à titre personnel des jeunes de tout genre sur le plan de leurs objectifs et sur le plan des métiers qu'ils embrassent grâce au numérique. Eh bien, ces jeunes souvent en vivent. Et vous êtes toujours admiratif de l'esprit d'innovation qui les anime. Vous avez développé avec le secteur privé notamment des formations pour l'intelligence artificielle, pour toutes ces nouvelles technologies au Congo. Alors l'intelligence artificielle, vous faites bien d'en parler, c'est un peu comme le numérique de manière générique. Ce sont des technologies dont on peut dire que leur utilisation est démocratisée d'ores et déjà. Oui. À condition de prendre, pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, un certain nombre de précautions sur le plan de la gestion des données, parce que, comme vous le savez, ces outils supposent aussi une certaine maîtrise par chaque État des données, parce que l'intelligence artificielle a ceci de bien, c'est qu'elle démultiplie les capacités de calcul, elle démultiplie la possibilité d'inventer, mais elle suppose aussi que chaque pays ou chaque groupe de pays, et notamment en Afrique, parce que c'est un enjeu très important, maîtrise les données qui doivent être quelque part ingérées par cette intelligence artificielle. En termes clairs, pour parler un langage courant, c'est un outil qui est absolument extraordinaire, à condition qu'on ne laisse pas, comme on a pu le faire malheureusement pour l'audiovisuel, venir simplement le contenu d'autres continents ou d'autres pays. Voilà, c'est un outil formidable et nous travaillons pour que nous ayons demain la capacité de gérer toutes nos données en local. Il y a des data centers qui se créent en ce moment parce que qui dit intelligence artificielle dit puissance de calcul, il faut disposer de ces outils-là. Et nous sommes en train de les implémenter. Avec les Congolais, avec des entreprises privées congolaises. Avec des entreprises privées de droit congolais, toujours. Oui. C'est-à-dire que même une entreprise qui investit en venant de l'étranger ne peut pas, ex abrupto, venir de l'étranger, investir sans aucune sécurité juridique et repartir du jour au lendemain. Il faut absolument créer une structure de droit congolais. Et dans cette structure, nous encourageons le fait qu'il y ait un partenariat entre ces investisseurs étrangers et puis nos talents congolais qui, eux, vont pouvoir demain, pourquoi pas, en cas de départ de ces partenaires, pourquoi pas continuer l'aventure par leurs propres moyens et leurs propres connaissances. Alors, on va encore descendre en âge. Avant d'être jeune, on est enfant. Quels ont été les chantiers que vous avez pu ouvrir et qui vous ont satisfait forcément concernant l'école pour les tout-petits? Bon, l'école pour les tout-petits, on ne peut pas la dissocier de l'école tout court. Comme vous le savez, le Congo est un pays à fort développement et essor démographique. Donc le principal défi pour ce qui concerne l'école, mais c'est souvent important à travers le monde et présent à travers le monde, c'est de faire que l'infrastructure ou les infrastructures suivent le développement démographique et éviter les classes surpeuplées, éviter qu'il n'y ait pas suffisamment d'encadrement
pour que ces élèves trouvent, et notamment les plus jeunes, trouvent la capacité d'avoir des gens qui les encadrent et qui soient compétents dans l'encadrement. Il y a la nécessité, mais ça c'est un chantier en cours, j'en parle régulièrement avec mes collègues chargés des enseignements, on parlait tout à l'heure du numérique, on ne peut plus aujourd'hui penser l'école, depuis les plus jeunes jusqu'à ceux qui sont un peu plus âgés, sans introduire le numérique et demain l'intelligence artificielle. Alors parlons maintenant, pour rester dans la famille, parlons de la maison. Vous avez ouvert des chantiers pour faciliter, notamment avec les réformes économiques, l'accession à la propriété. Est-ce que vous sentez des résultats? Alors, les projets personnels de chacun, et là encore une fois, ce n'est ni un problème de nationalité, ni un problème culturel. Je crois qu'à travers le monde, le principal rêve d'une famille, c'est d'accéder à la propriété. Alors, il existe de loin en loin un certain nombre d'outils d'ordre juridique, mais il faut qu'ils soient renforcés. D'ailleurs, pour votre information, le plan national de développement prévoit, parmi les 6 priorités, une priorité donnée à la promotion immobilière. Alors, il y a des textes qui permettent, par exemple, d'arriver à mettre en place un fonds de l'habitat. Ce fonds de l'habitat doit permettre l'accès à des crédits, l'accès à une aide à l'accession à la propriété, et tout cela doit faciliter la réalisation de ce rêve pour nos compatriotes. Vous dites tout ça doit faciliter, ça veut dire que c'est pas encore fait? Non. Vous avez des chiffres, des résultats? Non, c'est quelque chose qui est un process qui est en cours. Encore une fois, aujourd'hui, c'est un objectif. Et nous espérons que nos compatriotes, demain, pourront massivement accéder à la propriété. Il y a 2 types culturellement de propriété chez nous. C'est un peu différent de ce qui peut se passer dans un pays comme la France. C'est qu'aujourd'hui, nos compatriotes ont tendance à vouloir accéder à une propriété que je qualifierais d'horizontale. C'est-à-dire que les gens se disent, nous allons acheter ce qu'on appelle chez nous une parcelle ou un lopin de terre et on y construit, ou éventuellement on y trouve une maison que nous rénovons. Et nous essayons à la fois de faciliter l'accès à la terre par une gestion foncière qui soit la plus rigoureuse possible, mais en même temps, il faut habituer nos compatriotes à un habitat vertical. Je vais parler de l'habitat horizontal. L'habitat vertical, c'est donc l'habitat à travers des immeubles à vocation collective. Un appartement dans un immeuble. Par exemple, pour être concret. Donc tout ça fait l'objet d'une ambition, d'une politique qui est mise en place par le gouvernement dans le cadre du plan national de développement. Mais est-ce que vous fabriquez, moi je suis ici dans le rôle du candide, hein, donc j'ignore toutes les réponses et parfois même j'ignore les questions. Est-ce que vous mettez en place des logements qui pourraient ressembler à ce qu'on appelle ici en France des logements sociaux, pour faciliter les moins riches, si je puis dire, à avoir quand même alors leur appartement, pourquoi pas? Est-ce que ça c'est en place déjà? Écoutez, est-ce que c'est en projet? Bon, c'est à la fois quelques réalisations qui sont faites ou qui sont en cours. Maintenant, il faut qu'il y ait une adéquation entre la construction de ces logements sociaux et leur accessibilité sur le plan financier et les aides qui doivent permettre pour les plus modestes notamment d'y accéder. Donc c'est un travail qui est en cours. Deuxièmement, on a grandi, encore une fois, on a vécu dans ce Congo avec l'existence de sociétés de promotion immobilière qui ont permis à de nombreux Congolais, je prends l'exemple de ma famille, mes parents ont accédé à un logement auprès d'une société qui était publique, qui s'appelait la Soprogie. Je crois que tous les Congolais, quand on leur dit ce sigle, la Société de promotion et de gestion immobilière pour décrire l'acronyme, ou l'Office congolais de l'habitat, OCH, ce sont carrément même, pour vous dire le succès de ces projets à l'époque, ces 2 acronymes sont devenus des noms de quartiers. Vous avez quartier Soprogie, quartier OCH, un peu partout dans la ville, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire. On a les quartiers politiques de la ville. Voilà, en gros. Et donc, c'est cela que nous sommes en train de réanimer, que nous sommes en train de ressusciter. C'est ce type de démarche de promotion immobilière que le gouvernement a mis en priorité. Et ça fonctionne? Écoutez, oui, malgré les difficultés qu'on vient d'évoquer. Maintenant que nous allons dégager un certain nombre de ressources, nous allons pouvoir abonder le fonds. Le fonds dont je parle, le fonds de l'habitat, a été rénové juridiquement par une décision du Conseil des ministres il y a quelques semaines. Donc là, nous démarrons effectivement avec un fonds rénové.
Parlons encore, avant d'aborder l'international et d'aborder l'avenir, parlons de la santé. Est-ce que vous êtes fier de la politique de santé qui a été menée par le gouvernement ces dernières années? Alors, il y avait un projet initial du président de la République, c'était de construire et d'inaugurer plusieurs hôpitaux généraux à travers la République du Congo. Alors, la crise financière dont on a parlé tout à l'heure a malheureusement, si ce n'est contrarié, Dieu merci non, mais ralenti la réalisation de cet objectif. Et je peux rappeler, pour nos compatriotes qui nous suivent, l'inauguration récente de l'hôpital général de Djiri, dans la partie nord de Brazzaville, et l'ouverture d'un hôpital à Pointe-Noire, qui est un hôpital de référence là également, quartier Bota, je crois, et l'ouverture attendue de 2 autres hôpitaux, un dans la partie septentrionale à Ouesso, pour ceux qui connaissent, donc qui est une des grandes villes de la partie septentrionale, et un autre à Sibiti, dans le département de la Likoumou, département que je connais bien. Alors nous, en France, on a ce qu'on appelle les déserts médicaux, c'est-à-dire qu'on manque de médecins généralistes. Qu'en est-il au Congo? Alors, 2 choses. D'abord, il y a, grâce à la coopération entre le Congo et Cuba, une formation massive de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de nos compatriotes depuis une dizaine d'années, comme médecins formés à Cuba. Vous savez que l'île de Cuba est considérée comme une des références en matière médicale. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que pendant la pandémie de Covid, des pays comme l'Italie, qui souffraient d'une pénurie de médecins, avaient dû signer des accords avec Cuba pour faire venir massivement des médecins cubains qui ont aidé à la résorption et à la résolution de la pandémie en Italie. C'est vous dire que tout médecin ou tout étudiant formé en médecine là-bas est de bon niveau. Donc nous avons reçu ces jeunes Congolais qui aujourd'hui sont des médecins. Eh bien ces jeunes sont mis à disposition des différents hôpitaux qui sont construits et nous l'espérons avec des plateaux techniques qui leur permettront d'exercer leur art. Alors un petit mot sur l'international, mais très rapide. Avant de parler de la promesse pour après 2026, le monde est en train de se fracasser dans tous les sens, le nord contre le sud, l'est contre l'ouest, et encore on ne sait plus trop où se situent les points cardinaux. Quelle est la position du Congo par rapport à ça? Quelles souffrances, quelles promesses, quelles alliances? Écoutez, on l'a dit dans notre introduction, le monde ne va pas très bien. Au moment où nous parlons, il y a des soubresauts qui se produisent au Moyen-Orient. Et notre position est simple. Nous pensons en tant qu'Africains qu'il faut que les belligérants se retrouvent autour de l'arbre à palabres, quels qu'en soient les motifs. Et il y a depuis quelques heures, pour ce qui concerne le conflit Israël-Iran, un cessez-le-feu qui a été annoncé. Nous espérons que ce cessez-le-feu va être définitif. Semble pas être trop bien respecté de part et d'autre. Bon, mais vous savez que c'est un peu comme ça. Si on est en guerre, c'est qu'on est en désaccord. Si on est en guerre, c'est que les sentiments affectueux ne sont pas très présents. Donc forcément, au moment où on décrète un cessez-le-feu, il peut y avoir quelques petits ratés, mais nous sommes optimistes. Et puis, entre le moment où nous enregistrons cette émission et le moment où le public va la voir, bien des choses auront peut-être changé, allez savoir. Et espérons dans le bon sens. Quelle est votre promesse, votre grand souhait, votre rêve pour après 2026, pour le Congo, pour l'Afrique? Pour l'Afrique, c'est que nous continuons à assurer une intégration de plus en plus poussée de nos pays, parce que pris individuellement, nous ne sommes pas grand-chose, et pris collectivement, peut-être par zone sous-régionale, que ce soit la CEMAC ou la CEAC en Afrique centrale, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest et toutes les organisations sous-régionales au sud, la SADC, et à l'est, ainsi que les organisations propres au Maghreb, qu'il y ait une organisation qui fasse que nos pays ne soient pas isolés, ne soient pas tout seuls dans cette compétition qui devient de plus en plus dure, de plus en plus cruelle. Pour ce qui concerne notre pays, le Congo, nous espérons que d'abord les élections qui viennent dans 8 mois se déroulent dans la paix. Nous espérons qu'elles accouchent d'une équipe politique
J'espère que c'est la même, c'est-à-dire celle dont nous soutenons l'action pour ce qui concerne le parti dont je suis membre, le Parti congolais du travail, mais c'est le peuple qui décide, et donc que cette équipe qui va arriver, qui est en gestation, continue et accélère le développement de notre pays. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Ministre. On se retrouve tout de suite après une petite pause et on va parler d'un phénomène qui défraie la chronique en ce moment au Congo. C'est ce fameux Pasteur Ntoumi. Sera-t-il candidat à l'élection présidentielle? Est-ce qu'il ne le sera pas? Pourquoi il est candidat? Qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien, c'est une question à laquelle on va tenter de répondre tout à l'heure avec notre invité. Deuxième partie de ce grand virage, et on ne dérape pas dans les virages, avec notre invité. Alors, je vais dire son nom complet, et après, pendant le cours de l'émission, peut-être que j'utiliserai des formules un peu réduites. C'est Jean-Richard Amédée Samba Diankumbi. C'est ça? J'ai pas écorché votre nom? Ben non, ben... Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Alors, c'est un phénomène particulier, ce pasteur qui s'appelle Pasteur Ntoumi, mais c'est un pseudonyme, c'est pas son vrai nom. Expliquez-nous un peu qui c'est. Bon, ben le pasteur dit Ntoumi rentre dans l'engagement politique, plutôt dans l'engagement dans la gouvernance de la République à partir de 1998. D'accord. Hein? Donc, c'est au sortir des événements que le Congo a connus en 97, avec le débandade ou la débandade de certains citoyens proches d'une milice locale qui sont retrouvés dans le pool. Et lui, il a, sur la base religieuse et mystico-religieuse, il s'est fait un nom qui depuis toujours, il s'est affronté avec les gouvernants de l'époque. D'accord. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Son vrai nom, c'est quoi? C'est Frédéric Binsamou. Frédéric Binsamou. Donc, citoyen Frédéric Binsamou. Et après, il a porté le nom du pasteur Ntoumi. Pourquoi il s'est appelé Ntoumi? Ça veut dire quoi? Ntoumi, chez nous, veut dire quelque part, c'est le responsable. D'accord. C'est le chef. Donc, Ntoumi. D'accord. Voilà. Mais, bon, il a un passé qui est un petit peu trouble quand même, parce que il a eu, si mes souvenirs sont exacts, un rôle dans certaines violences qui se sont produites. Non, mais je crois que, d'abord, je tenais à vous remercier de la possibilité que vous nous donnez de parler de ce personnage et de nous avoir invités dans votre média. Mais il faut d'abord savoir ceci. Ce n'est pas lui qui est à la commencement, qui est à la genèse. Ce qui est à la genèse, c'est la gouvernance du Congo. D'accord. Prônée par un système qui a fait de telle sorte que le mensonge En tout cas, c'est votre point de vue. Non, c'est un point de vue historique, c'est un point de vue propre à une aile des ressources humaines qui veulent bien connaître l'histoire du pays. Mais quand même, il rappelle un chapitre un peu douloureux du passé congolais. Non, nous dirons plutôt que si, mais il n'est pas, parce que le Congo se gouverne par la violence et le mensonge depuis l'origine des temps. Et lui, quand il rentre dans la compétition, comme on dit actuellement, quand il rentre dans le game, c'est parce que il y a eu à un moment un retour forcé à la présidence du sieur Denis Sassou Nguesso et qui a voulu mater une population. Alors, et lui, il s'est dit non, on ne peut pas, et c'est dans ce cas qu'il est remonté à l'origine de la résistance depuis les années 50, quand à l'époque, le peuple congolais résistait contre l'occupation ou la pénétration coloniale. Alors, dit comme vous le dites, est-ce que vous pensez qu'il est en mesure d'incarner, d'une certaine façon, un projet d'unité nationale? Non, vous savez ça, à mon humble avis, c'est parce que le mensonge des uns, c'est parfois la vérité des autres. Non, je dis, sous cet angle-là, je dirais que c'est une question tendacieuse. Oui. Tendacieuse. Oui. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand on analyse et quand on décrypte et quand on suit la description de différents paramètres que le peuple a connus, on ne peut pas jeter le pauvre sur un, refuser l'autre. Bien sûr. Parce que ça sera une permanence, un permanent retour en question. D'accord. Donc il faut chercher à savoir, dans cet embrigo de violence, est-ce qu'il existe combien de
de voix. Et Passion Ntoumi incarne une voix, une certaine voix, malheureusement, qui est en dissidence avec certains paramètres de vie courante de 98 au jour d'aujourd'hui. Et le système de gouvernance prôné par la gouvernance au jour d'aujourd'hui a une part de responsabilité aussi dans cette violence-là. D'accord. Est-ce que vous pensez, mais lui, il a une posture qui est purement spirituelle, si j'ai bien compris. Non, à la base, c'était spirituel, un peu du mysticisme de la tribu Congo, Lari. Et après, comme toujours, on en a connu d'autres avant lui dans le département. Hein. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, de ce mysticisme-là, il est rentré dans l'arène politique avec son parti qu'on appelle le Conseil national de la République. Ouais, mais est-ce que vous pensez justement que ce mysticisme peut faire bon ménage avec la politique? Parce que qui dit mysticisme dit dogme. On est en train de, les gens disent je détiens la vérité, d'autres disent ouais c'est un mensonge. Et à partir du moment où on assène à ceux qui ne pensent pas comme nous, que nous avons la vérité et que eux ont tort ou que eux ils mentent, quand on se part derrière le drapeau de la religion, si je puis dire, on se croit investi de tous les pouvoirs. Moi, je poserai la question qu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Quand on a maté ton peuple, ou ton soi-disant peuple, oui. Quand on a voulu assevelir les jeunes qui étaient à l'époque âgés de 15 à 20 ans, et 30 ans après, qui sont âgés quand même de la cinquantaine, est-ce que les deux leaders prétendent connaître la vérité de cette histoire-là? Non, mais là, je vous parlais de mysticisme. Non, le mysticisme... Et son mysticisme à lui. Non, le mysticisme à lui, il est partie intégrante de l'identité de l'homme du pôle. Oui. Donc, partir dans ce sens, c'est refuter ce mysticisme, c'est se méconnaître depuis la colonisation dans les années 50. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, ce mysticisme, nous pensons que sa volonté d'aller plus loin, il doit se remettre en question. Voilà, c'est ça. Voilà, il doit se remettre en question. L'autorité religieuse peut pas faire bon ménage avec l'autorité républicaine. On parlerait plutôt de l'autorité spirituelle, parce que la religion, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Ouais. Donc il est en dehors de religion. Ça, c'est plus du sectarisme finalement. Bon, on va le prendre au mot, mais au jour d'aujourd'hui, nous qui suivons l'actualité, nous pensons que c'est plutôt du spirituel. Oui. À l'africaine en général, oui. Et au Congo en particulier. Oui. Est-ce que ça va faire bon ménage avec la République? Point d'interrogation. Voilà. Donc, est-ce qu'il peut être pris au sérieux par la population? Est-ce qu'il a, à travers éventuellement les vérités qu'il souhaite proférer, des véritables solutions pour le pays? Non, cher ami, il y a une double face de cette volonté de la candidature. Hein. Il y a une double face. La face A. Mais malheureusement, dans cette phase A, il y a une lecture de la gouvernance du Congo qui commence à partir de 1998. Et au jour d'aujourd'hui, cette phase-là, elle est incomplète. Oui. D'autant plus que même déjà en son sein. En son sein, il y a de la population qui disent donc que la candidature pose problème. Et c'est pour cela que nous sommes de ceux qui nous demandons. Son positionnement, je crois qu'il est d'une lecture parcellaire de l'histoire de la République. Donc il est question, je ne vais pas dire ici ce qu'on offre, les gens nous ont dit, mais je peux informer le public, qu'est-ce qui a poussé à ce que les jeunes qui ont proposé cette volonté de candidature puissent la manifester. Il est suivi par beaucoup de jeunes? Je dirais déjà en son fief, il a au moins près de 10 000 ex-miliciens qui sont prêts à l'accompagner. D'accord, mais est-ce que ce sont des jeunes qui ont une idéologie politique? Est-ce que ce sont des jeunes qui ont une ambition pour le pays? Ou est-ce que ce sont des jeunes qui sont embrigadés par un mysticisme particulier? Non. Mais moi, je ne sais pas, je ne fais que poser la question. Mais je vous donne la réponse. Ouais. Vous savez, connaître ou apprendre l'histoire du Congo fait de telle sorte que il y a des jeunes qui l'ont suivi quand il a cherché à résister. Maintenant, dans cette forme d'expression de résistance, déjà, il y a eu beaucoup de sang, beaucoup de violence, et il y a une partie
qui n'est pas aussi négligeable, qui pense que sa volonté d'aller à la présidence va se heurter avec la volonté du système de le dégager, et afin non plus de conserver le pouvoir, mais de réussir la confiscation du pouvoir. De votre point de vue, sans porter de jugement sur toutes les autres forces en présence, est-ce que vous pensez qu'un homme comme lui peut être salutaire pour le pays, peut apporter l'apaisement, peut apporter du progrès en matière d'éducation, en matière technologique, en matière économique, ça, c'est une vue d'esprit à l'occidental. Non, c'est une question. Non, ouais, mais c'est une question en rapport à l'engagement politique. Bien Maintenant, sûr. Nous disons au jour d'aujourd'hui, entre la volonté de ceux qui veulent aller à l'élection présidentielle de 2026 oui. et la volonté et ceux qui ne veulent pas y aller, il y a une troisième voie qui est là, qui est consensuelle. Mais cette volonté, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, parler comme ça, moi, résident à l'étranger, je vous dirais que il a peu de chances pour déjà passer la candidature, la validation de sa candidature après, auprès de la CEI, la Commission électorale indépendante. Alors moi qui suis là, je suis le bon toubab ignorant, je suis là pour poser les questions qui vont peut-être vous sembler stupides. Est-ce qu'il a manifesté officiellement son désir de candidater ou d'être candidat à l'élection présidentielle? Mais c'est pour ça que il y a une sortie médiatique oui. qui est sortie sur les réseaux sociaux oui. où il a manifesté la volonté qu'il veut aller à l'élection. Maintenant, est-ce que cette manifestation est-elle l'achèvement ou le commencement d'une procédure? Voilà. Donc voilà. Ça peut peut-être être une posture, et puis après tout... Mais je prendrai le cas, quand on suit l'histoire de notre pays, en 2002, les gouvernants actuels ont écarté beaucoup de candidats qui s'étaient prononcés. Mm-hmm. Et maintenant, là, quand on voit ce qui se passe, je vais peut-être pas parler, mais quand je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire, d'un côté, vous avez un camp qui ne veut pas remettre le tablier. C'est un peu le cas chez nous. Mm-hmm. Mais maintenant, est-ce que le groupe des 4 ou le quator de la Côte d'Ivoire, à quelle expression peut se retrouver le pasteur Ntoumi? Mm-hmm. Est-ce qu'il va-t-il réussir à passer la première étape, celle de faire accepter la candidature ou non? Parce que déjà, aller à la candidature, aller à l'élection présidentielle demande des étapes préliminaires. Est-ce qu'il a des rivaux qui souhaitent comme lui, pourquoi pas, surfer sur un désir de la jeunesse, d'une transition générationnelle? Il y a des gens qui veulent comme lui, autre non, que lui. mais le peuple dans son ensemble, hein, oui. Le peuple en a marre de la gouvernance actuelle. Ils veulent, le peuple voudrait l'alternance. Oui. Maintenant, est-ce que lui, il va réussir à le faire? C'est le gros point d'interrogation. Parce que, à part lui, sur la scène politique nationale, oui. sur la scène de la gouvernance du Congo, il y a 3 grandes familles. Il y a le gouvernant, il y a les opposants, réels ou supposés opposants, et il y a la résistance. Mm-hmm. Bon, maintenant la question est de savoir, le système de gouvernance au jour d'aujourd'hui, a-t-il l'intention réelle de remettre le tablier au vu des résultats de leur gouvernance en 42 ans? Ça, c'est votre vision vue de l'extérieur. Non, c'est une vision qui est incarnée au jour d'aujourd'hui à une partie de l'extérieur, mais qui trouve ses relais à l'intérieur du pays. Vous avez, par exemple, quand vous dites le peuple veut un changement, etc., vous avez des chiffres, vous avez des sources qui vous permettent d'affirmer ça. Comment, sur quoi vous vous étayez? Nous allons prendre les chiffres. Statistiquement parlant, le Congo vit dans le mensonge. Aucun chiffre au jour d'aujourd'hui n'est donné à la place publique. Oui. Maintenant, les faits sont là. Dans un pays où le fondamental est pratiquement inexistant, je prends le cas. Qu'est-ce que vous appelez le fondamental? L'eau, l'électricité, le carburant, le système sanitaire, le système éducatif.
pour ne citer que ceci. Tout est à terre. Vous avez procédé à des analyses de toutes ces données-là. Vous êtes rattaché à des bureaux d'études qui ont pu voir que l'eau... Cher ami, c'est comme ce que je dis. On peut être rattaché... Pardon de dire ça, c'est pas pour vous manquer de respect. Non. C'est facile de venir sur un plateau de télévision et de dire on est dans le mensonge, il y a ça qui va pas. Je prends le cas. Si celui qui est pas d'accord avec vous, vous lui dites qu'il ment... Je prends le cas. Oui. Hein? Hier ou la semaine dernière, au niveau des hôpitaux de la ville économique qu'on appelle Pointe-Noire, il y a eu 3 hôpitaux dont les travailleurs ont fait la grève. 3 hôpitaux. Sans service minimum. Le gouvernement était obligé de dépêcher le ministre de la Santé pour aller s'entretenir avec l'intersyndical des syndicats ou les syndicalistes, jusqu'à chercher à obtenir au moins la levée du service minimum. Donc, à partir d'hier lundi, ils se sont entendus qu'ils devaient se retrouver en assemblée générale des syndicats et pour voir est-ce qu'ils pouvaient lever cela. Ça, c'est un. De 2, vous allez voir les reportages du point de vue social. Déjà, la crise de l'eau dans la ville capitale, malgré le fait que le Congo est baigné de plusieurs cours d'eau, l'eau ne circule pas ou ne coule pas dans les robinets. Ça, vous l'avez constaté par vous-même? Ça, c'est constaté. Il y a des images qui existent qu'on pourra même vous transmettre. Non, mais enfin, si on voit 2 robinets qui ne goûtent pas, non, je ne veux pas dire que l'eau circule pas dans la ville. Je vous dis, déjà, un média de la place, Vox TV, a fait un reportage où la population est obligée de repartir soit au Moyen-Âge dans le cours d'eau qui est proche de la République, qui est proche de la capitale, pour aller se baigner et réaliser des besoins physiologiques. Nous pensons quand même en plein 21e siècle, il y a lieu de se poser une minute question, au-delà des critiques pour critiquer. Maintenant, or, vous nous demandez de ramener les chiffres. Non, je ne vous demande pas de ramener les chiffres. Moi, j'ai mon petit point de vue de français moyen. Vous me parliez des grèves. Devant chaque période de vacances, en France, nous avons la SNCF qui fait grève. Et est-ce que nous avons tentative de faire un service minimum, etc. Ça veut jamais dire pour autant que le réseau ferré français, les chemins de fer français marchent pas, alors que c'est le réseau le plus l'un des plus performants de l'Europe. De l'Europe. Vous comprenez donc, c'est un peu rapide quand on voit un truc qui va pas, de dire on vit dans le mensonge. C'est ça qui me choque. Et on s'écarte un peu du sujet de Ntumi aussi. Bon, nous allons revenir sur Ntumi. Oui. Retenez seulement ceci. Hein? Il y a un écrivain russe qu'on appelle Solzhenitsyn qui avait défini la gouvernance par le mensonge. Oui. Ils savent qu'ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais ils continuent à nous. Alors, est-ce que vous êtes sûr que dans ce que vous avez comme information, par rapport au Congo au jour d'aujourd'hui, quelle est la place de du résultat des 42 ans? Du mensonge et de la vérité. Alors, adage pour adage, je vous dirais, suis celui qui cherche la vérité, fuis celui qui prétend la détenir. Voilà. Bon, mais c'est une hypothèse. Bon. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité, mais nous vous donnons les faits. Est-ce que c'est dans la spiritualité de Ntumi qu'on va trouver la vérité ou qu'on va trouver le chemin de la vérité? Non, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on puisse. Je voulais vous dire d'abord ceci. Moi, je suis l'histoire de mon pays depuis 1958. Oui. Et le pasteur Ntumi vient s'intégrer dans l'histoire là. Depuis 1998. Vous avez vécu combien de temps en URSS? Je suis allé en URSS en 1985 et j'ai quitté là définitivement en 2001. Donc pratiquement, je dirais, entre 15 à 16 ans en résidence permanente. Est-ce que vous n'avez pas un peu la vision soviétique qui vous a imprégné? Loin de là. J'ai plutôt la vision d'un Congolais qui, au jour d'aujourd'hui, pour des raisons X, se retrouver à l'étranger et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un mutisme
entre les gouvernants et ceux qui prétendent aller aux affaires. Est-ce que Ntoumi est une alternance intéressante pour le pays, selon vous? Là, c'est votre opinion que je demande. Bon, je ne demande pas ni la vérité ni le mensonge. Mon opinion est simple. Mon opinion est simple. Pour le pasteur Ntoumi, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'il reparte relire l'histoire du pays et qu'il se positionne dans le bon sens. Sa position au jour d'aujourd'hui, elle est d'une lecture parcellaire. Donc ça vous conviendrait pas? Politiquement parlant, correct, ça me dérange un peu. Il tient pourtant des discours de paix. Est-ce que vous avez pu constater que c'était illustré par des actes concrets? Non, le discours de paix, sincèrement, je n'ai suivi depuis que j'ai, disons, 10 ans ou 11 ans, depuis la Troisième République. L'histoire du paix au Congo, c'est une chimère. Ah bon? Et quels sont pour vous les grands réseaux d'influence dans les localités clés du pôle du bassin du Congo, etc. Les grands réseaux d'influence. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous appelez comme réseau? Grands réseaux est-ce que Ntoumi est à l'origine d'un réseau d'influence? Non. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je dirais en ce moment, au jour d'aujourd'hui, que le pasteur Ntoumi a une volonté. Et son réseau d'existence à l'étranger est encore précaire pour prétendre arriver à diriger le pays. D'accord, écoutez, c'est votre opinion, vous nous avez éclairé, on vous remercie beaucoup, on espère que le pasteur Ntoumi saura prendre lui aussi un grand virage, sans trop déraper et sortir de la piste. Pour aujourd'hui, cette émission est terminée, je tiens à vous remercier, je tiens aussi à remercier tous les partenaires d'Elsaf Media, dans les studios duquel on se trouve aujourd'hui, qui est notre partenaire. Vous remercier d'avoir accepté notre invitation, remercier notre rédacteur en chef, Judicaël Moussirou, qui a préparé cette émission et qui vous a également invité. Et on se retrouve très bientôt sur ces directs pour un nouveau très grand virage.